Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle vidéo. Vidéo avec un format particulier puisque si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater qu'on a passé une semaine aux États-Unis et plus particulièrement au camp Toccoa. Je vous propose de se retrouver à la fin de la vidéo pour faire un petit débriefing pour pouvoir vous expliquer plus en détail certains moments qu'on a partagés sur place. En attendant, je vous propose un bon visionnage et on se retrouve après. Donc ce qu'il faut savoir en fait sur Toccoa, sur le week-end dans lequel on est actuellement, c'est un peu un week-end festif. Enfin c'est même pas un peu, c'est un week-end festif. Juste derrière moi, ici, on a le tribunal. Et au niveau du tribunal, c'est un peu le centre du village. Il y a tout un village rénacteur qui est fait. Donc là, à l'heure où je vous parle, devant moi, j'ai 3 rénacteurs avec une Jeep. C'est un peu la concentration des environs. On a parlé tout à l'heure avec un rénacteur qui a fait 4 heures de route pour venir ici. Donc 4 heures, il vient du Tennessee. 4 heures de route pour venir ici au niveau du camp Toccoa. C'est vraiment une fête pour les environs. Demain, on aura l'occasion de faire la fameuse course de Toccoa et de ressentir un peu ce que ces gars ont ressenti à l'époque. Et au moment où je vous parle, juste derrière à vous, parce qu'il est devant moi, j'ai un acteur de Band of Brothers. Donc là, il y en a 2 aujourd'hui qui sont là. Donc là, c'est Popeye Win, je parle tout doucement, qui est en fait sur une petite esplanade avec des drapeaux, sur laquelle il y a au sol des briques. Alors si c'est très tradition, parce qu'on a vu ça un petit peu plus loin aussi, ils ont des briques au sol, je vais vous les filmer après, sur lequel il y a des noms de vétérans. Donc de vétérans, pas forcément de la Seconde Guerre mondiale, mais des vétérans de la Corée, du Vietnam, etc., etc. Alors ça fait un peu bizarre quand on a un certain respect pour tout ça. Moi j'ai voulu prendre une photo et je me suis aperçu que je marchais sur des noms. Donc j'étais un petit peu déboussolé et je me suis dit merde, t'es en train de marcher sur des noms de mecs. Donc j'ai essayé de faire un peu le grand écart et donc le fils du capitaine Wax, il m'a dit non t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Enfin c'est pas, tu marches pas sur un monument quoi, tu marches sur quelque chose on va dire d'indicatif plus que mémoriel quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment un week-end qui est fort de sens ici. Et tous les environs vont se réunir, les gens vont se réunir, tous les gens des environs pardon, vont se réunir vraiment au niveau du camp Toccoa pour célébrer les troupes aéroportées américaines. Donc nous voilà actuellement au niveau de la gare de Toccoa. Alors la gare de Toccoa, elle se trouve pas au niveau du camp, elle se trouve à quelque chose qu'il faudra que je regarde pour être sûr. Je crois que c'est quelque chose comme 3 ou 4 km du camp. Alors je vous laisse imaginer le calvaire lorsque vous êtes en permission, lorsque vous partez ou vous revenez de permission, c'était pas forcément chose aisée. Donc de ce qu'on sait, c'est que les gars le faisaient à pied pour partir ou pour revenir. Et de ce que nous a expliqué donc le Benjamin Wax, donc le fils du capitaine Wax, c'est qu'à l'époque il y avait quelques petites fermes, comme on peut le voir encore aujourd'hui à droite et à gauche, et que parfois les fermiers prenaient en autostop quelques paras pour les ramener, soit à la gare ou soit au campement. Malheureusement, on est au début de la guerre, comme vous imaginez, que le parking à l'époque il était un peu moins rempli
et que c'était pas tous les jours qu'on pouvait croiser un fermier avec une âme charitable pour nous ramener soit au camp ou soit à la gare. Donc à l'intérieur de cette gare aujourd'hui, derrière il y a encore des rails, il y a des locomotives encore de, comment dirais-je, d'exposés. C'est à l'intérieur que se trouve le musée Tokoa. Donc une grande partie du musée, donc toute cette première partie ici là, vous allez trouver le hall d'accueil et on va dire l'histoire de la ville de Tokoa avant qu'elle soit connue pour ses troupes aéroportées. Et toute la deuxième partie, donc toute cette partie là, jusqu'à la partie blanche un peu plus loin, qui est la boutique, vous allez retrouver tout ce qui touche principalement aux troupes aéroportées. Alors je vous avouerai qu'on a été assez surpris en arrivant ici, puisque déjà on est accueilli par deux vétérans qui ont fait la guerre du Vietnam, donc un vétéran de la 101e et un vétéran de la 82e aéroportée. Donc tous les deux avaient fait la guerre du Vietnam et on a vraiment le sentiment d'arriver ici et d'être au centre de tout. Alors quand je dis centre de tout, c'est vraiment l'impression qu'on a eue, c'est d'être là où tout a commencé. C'est le cas, on est d'accord, mais quand on arrive ici, on en prend pleinement conscience. On est aux États-Unis, les gars sont formés, les gars se préparent à aller faire la guerre, et nous on a appris un peu les choses à l'envers, puisque en tant que réacteur français, on va se balader en France, on va faire tout ce qui est sur le théâtre européen, donc la Normandie, la Hollande, Bastogne, pour ceux qui ont pu y aller, l'Allemagne également, et ensuite on arrive ici. Donc on prend un peu les choses à l'envers, néanmoins ça offre une autre dimension à notre activité, parce que quand on arrive ici, on découvre à l'intérieur des villes qui nous sont familières, on va dire Sainte-Mère-Église, 40 ans, Bastogne, Noville, etc., etc., etc. Donc le fait de prendre un peu les choses à l'envers, c'est pas un mal, de toute façon on n'a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire, mais on prend pleinement conscience des choses, et j'aurais pas cru en arrivant ici avoir ce sentiment comment je pourrais expliquer ça, de se dire les gars ils étaient là, les gars ils ont commencé ici, les gars ils allaient se préparer pour aller au carton 2 ans après, et que lorsqu'ils sont arrivés ici au niveau de cette gare, alors je m'attarde un petit peu ici parce que pour moi c'est un point important, c'est là où les gens, les gars ont dû transiter un petit peu partout des États-Unis, et 2 ans après ils étaient en train de sauter sur la Normandie. Donc c'est un endroit particulier qui à mon sens chargé d'émotions. On pourrait dire bon c'est une gare, faut pas s'affoler, et non en fait c'était le début pour beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont vu cette gare, et beaucoup ne l'ont plus jamais revue parce qu'ils ne sont plus jamais revenus à Tokoa, mais certains c'est là où tout a commencé, et on pourrait dire que c'est là où tout a fini également, quoi. Bon, comme promis, je vous ai fait un petit plan des fameuses briques, et on est impressionné depuis qu'on est là par l'hospitalité américaine. Alors je vous explique. Donc derrière moi on a Guys, pour ceux qui le connaissent, qui est en train de parler avec un réacteur américain qui nous suit en plus sur Facebook. Donc quand il a su qu'on était du Klondike Group, il est venu nous voir directement, et ça me fait chaud au cœur, parce que quand on monte son association ou son groupe de reconstitution et qu'on a pleinement conscience de la portée des choses, et que se dire outre-Atlantique, il y a des gens qui nous suivent, on le sait que maintenant avec la puissance des réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de frontières, mais que néanmoins aujourd'hui on touche sur du concret, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui vient nous voir parce qu'on est du Klondike Group, qui nous félicite pour notre travail et qui nous propose ni plus ni moins que de partir d'ici en Jeep et d'aller à Tokoa au niveau du camp avec la Jeep. Donc je vous parle de l'hospitalité américaine. On était sur le point de partir avec la Jeep, et là on a ce monsieur derrière moi en rouge qui vient nous voir spontanément, et qui est ni plus ni moins qu'un vétéran de Desert Storm, donc de 1991, Desert Storm 1991, il était dans les blindés. Donc voilà, donc il est venu spontanément, il nous a offert des jetons
à l'effigie de l'association nationale qui gère tous les vétérans, et d'une gentillesse encore une fois, sans nom, et ils nous donnent directement des jetons et ils nous souhaitent la bienvenue, bienvenue aux USA, etc. Donc maintenant je vais vous laisser et puis on va aller faire un autre petit tour en Jeep direction le Kantoka. Slide this way. It's easy this way. There. There. Ta-da! Hop là. This is a 1942 Ford. Ford de 49. Ok. Je laisse mettre l'axe pour... See there? Remets l'axe de la mitrailleuse. On vient d'arriver au niveau du Kantoka grâce à Eric, notre conducteur, et en fait derrière vous avez le début de la fameuse course du Mont Kuraï. Help that man! Do not stop! You have 13 minutes to get to the top of this mountain if you want to serve in the paratroopers! Are you Silver? Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ça monte très très fort. Là on est sur la dernière montée, on a un véhicule qui nous suit derrière. Vous voyez un petit peu l'inclinaison du véhicule. Je vais essayer de vous faire un angle de vue de face pour essayer de vous rendre compte vraiment de la montée. Donc là on est en haut du Mont Kuraï, donc vous avez pu le voir, on l'a monté en Jeep pour l'instant. Je vois déjà les mauvaises langues arriver. C'est prévu de le faire, on peut pas venir à Tokwa sans le faire, peu importe le temps, peu importe le chrono qu'on fera ou quoi que ce soit. Le principal c'est je pense de le faire, de s'imprégner un petit peu de ce qu'ont pu faire les cas à l'époque. Néanmoins, comme vous pouvez voir, ça a beaucoup changé. La borne elle est ici.
C'est devenu maintenant le mont, un mont de relais en fait, c'est l'un des plus hauts de la région et il y a tout un tas d'antennes qui sont posées autour de nous. Mais il y a toujours cette partie commémorative avec la fameuse plaque en fonte, je dirais, je sais pas, en bronze, peu importe, qui est toujours là et qui est symbolisée. Alors c'est pas la bonne, c'est pas l'originale. L'originale, on a eu l'occasion de la toucher tout à l'heure parce qu'ils l'ont sortie de la vitrine dans le musée de Tokoa. Néanmoins, c'est une copie et qui symbolise toujours l'emplacement de la vraie borne à l'époque. C'est un peu dommage parce qu'on est tous puristes et c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à se replonger dans l'ambiance de l'époque quand on voit un petit peu tout ce qui gravite autour de nous. Néanmoins, c'est là et à les matérialiser déjà, ça c'est quelque chose de bien, quoi. Alors, nous voilà sur l'une des phases du mont Karaï. Ce que je vois devant, je vais vous le partager tout de suite. C'est juste incroyable. J'espère que vous allez prendre conscience aussi, à travers ces images, du nombre de gars qui sont venus ici, que ce soit pour la formation lorsqu'ils étaient à Tokoa, ou même après, parce que c'est quand même devenu un endroit, un lieu de pèlerinage. L'atmosphère est très humide, enfin très, très chaude, très humide, il fait lourd, un peu comme si on aurait eu l'impression en France qu'il allait avoir un gros orage. Et j'ai l'impression que le temps est tout le temps comme ça ici. Demain, encore une fois, on fait la course. Heureusement que c'est le matin, parce que en plein après-midi, il fait très chaud. Et je vous laisse avec la vue. Alors, on continue la visite. Derrière moi, l'entrée du Kanto, quoi, qui n'a absolument pas bougé depuis 42. J'ai un petit peu mal aux yeux parce que je suis sur une petite esplanade qui est en forme de parachute. Donc c'est un petit monument où on peut voir différentes stèles
Donc une à l'effigie du 506, une à l'effigie du 501, une à l'effigie du 511 et une à l'effigie du 517e. Je vous cacherai pas, quand je suis arrivé ici, donc c'était il y a 3 jours maintenant, on a dû vagabonder à droite à gauche, comme je vous l'ai dit, comme on était invité un petit peu partout. Heureusement que j'avais mes lunettes de soleil pour cacher la petite larme à l'œil. Ça faisait, à titre perso, cette année, alors au moment où on tourne cette vidéo, on est en 2024, et ça fait 21 ans exactement que je fais de la reconstitution, et ça fait au bas mot 20 ans que je suis bercé entre guillemets par les différents récits qu'on peut voir à Tocoa, et ça fait au bas mot 20 ans, 20 années que je rêvais, je pense, de pouvoir venir ici. Donc c'est quelque part, même pour Guys, qui est un autre membre du Clone Day Group qui m'accompagne, c'est la réalisation d'un rêve, c'est la concrétisation d'un certain travail qu'on a réussi à faire au niveau de la reconstitution. Cette rencontre magique qui a eu lieu au JD Experience de Saint-Côme-du-Mont avec Ben Wax. Donc Ben Wax, je vous le rappelle, hein, qui est le fils du capitaine Benjamin Wax, donc, qui était du S2. Il y a quelque chose d'incroyable dans cette rencontre, parce que lorsque je mets en place le Clone Day Group, j'ai décidé de rendre hommage au S2, donc, qui était le service de renseignement du 501e. Et il y a quand même une chance sur des millions, et je dis bien des millions, parce qu'il y a une chance sur autant de soldats qu'il y a eu, voire autant d'enfants de soldats qu'il y a eu, donc on parle vraiment de plusieurs millions, de rencontrer il y a maintenant 2 ou 3 ans le fils du capitaine qui commandait la section qu'on représente. Donc c'est une chance phénoménale, c'est un hasard ou pas, chacun pensera ce qu'il veut. En tout cas, c'est quand même un destin formidable que de croiser le fils du capitaine qui commandait le S2 du 501 durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est toutes ces coïncidences, c'est l'ensemble de ces rencontres du destin qui a fait qu'aujourd'hui on est là. Donc forcément c'est chargé d'émotions, parce que j'ai quand même sur mes épaules encore les grades du capitaine Ben Wax, que son fils me laisse porter. Donc j'ai une photo du capitaine Ben Wax qui a la combinaison HBT avec ses grades posés comme ça. Donc ça prend tout son sens. C'est là qu'on se dit, en fait, on réalise en fait la portée des choses, et que parfois on fait de la reconstitution historique vraiment dans le sens de rendre un hommage général, je dirais. Et au final, quand on vit ce genre de choses, on prend conscience que derrière il y a quelque chose. J'ai partagé, là ça fait 3 jours qu'on est ici, j'ai marché là où le capitaine Wax marchait. J'ai partagé des endroits qu'il a su, enfin les endroits où il a vécu tout simplement. Il faut savoir qu'il avait un rêve, c'était de créer un centre pour les enfants. Et il a réalisé ce rêve. Donc il a acheté ni plus ni moins qu'une montagne, un peu dans le même style que Kuraï. Et il en a fait un camp pour les enfants. Et ce camp-là, au début, c'était pour les garçons, après c'est devenu pour les filles, et au jour d'aujourd'hui, ce camp existe toujours. Donc on a eu l'occasion avec son fils Ben Wax de nous rendre sur place. Et là, j'ai vraiment l'impression en fait de partager le passé et la vie du capitaine Wax. Donc c'est vraiment ouais, je dirais la concrétisation de tout ce travail qui a pu être fait en amont depuis des années et des années et des années. Et je pense que vous êtes beaucoup à me regarder, à nous regarder, et vous êtes beaucoup à rêver ce genre de rencontres. Et aujourd'hui, j'ai conscience que la chance que j'ai de vivre ces moments-là, et c'était pour ça que ça nous tenait, enfin du moins ça me tient à cœur de vous faire partager à travers cette vidéo et à travers le Clone Day Group tout ce qu'on peut vivre.
pour moi, la reconstitution, c'est avant tout un partage, c'est avant tout partager ses connaissances, partager certaines valeurs, partager la mémoire. Et comme on a pu dire, alors je sais plus qui a dit ça, mais qu'en gros, oublier, c'est mourir une deuxième fois. Et franchement, je partage totalement cet avis-là. Et je pense qu'en fait, on est gardien de la mémoire en tant que réenacteur. On peut le faire de différentes façons, on peut critiquer certaines personnes. Néanmoins, je pense qu'on le fait avec... l'important, c'est de le faire avec amour et avec du sens et avec du cœur. Et chacun d'entre nous, si on le fait, c'est qu'on le fait avec amour et on le fait avec du cœur. Peu importe que ça soit bien fait ou mal fait. À partir du moment où on porte une tenue et où on explique ce qui s'est passé à des gens, à des civils, à des enfants, peu importe, lors de nos week-ends de reconstitution, je pense que là déjà on remplit une part du contrat en rendant hommage et en disant, en citant un nom, en citant une anecdote, en citant une histoire. Parfois l'histoire dans l'histoire d'un homme qui est arrivé à un carrefour, qui a rencontré un Allemand, patati patata. En fait tout ça, on vit des histoires et on est gardien de cette mémoire en la racontant aux gens. Donc là j'ai eu l'occasion de rencontrer je vous dis, ça fait 3 jours qu'on est là, on a rencontré des gens formidables. Le peuple américain, il est passionné d'histoire. C'est leur mort, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de notre pays, mais c'est leur mort aussi. Et on prend conscience que ces gens-là, ils ont à cœur ce qu'on fait. Donc c'est pas anodin. Donc dites-le vous bien que tout ce qu'on fait, outre-Atlantique, en France, c'est pas perdu. Il y a vraiment des gens qui portent du sens à tout ce qu'on fait, quoi. Donc là, on va continuer la visite. On va rentrer, après ce joli camion américain, on va rentrer à l'intérieur du Tokwa. Et là, je vais vous faire partager certaines choses. Alors, malheureusement, le camp a été en partie démoli. Donc il n'y a plus que ces quelques ces petits baraquements qui existent. Tous les baraquements étaient ici, dans la forêt. Néanmoins, il y a encore quelques petites pièces originales qui existent et je vais vous le faire partager. Donc voilà, on vient de rentrer dans le camp. Donc derrière moi, il y a un C-47 donc qui est en projet de réhabilitation forcément. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de moyens. C'est géré par des volontaires. Donc c'est pas une société privée, c'est pas l'armée ou quoi que ce soit, c'est vraiment que des volontaires. Donc des gens impliqués qui font en sorte de récolter des fonds. Donc ils organisent différents événements à droite et à gauche de manière à récolter un petit peu d'argent, des fonds pour pouvoir les investir dans la rénovation et l'entretien du site. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est original. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est des baraquements qui existaient déjà en 42. La route est originale. Et les trottoirs sont originaux. On imagine aisément le nombre de troopers qui ont pu passer par cette route-là, retour de permis, départ pour les permissions, etc. Donc actuellement, on a plusieurs baraquements. Donc on a le premier baraquement qui est à l'effigie du 506, le deuxième baraquement qui est à l'effigie du 501, et les deux autres, on va le redécouvrir ensemble parce que je sais plus, on est passé il y a 3 jours en coup de vent, donc on va regarder ça plus en détail. Mais donc chaque baraquement en fait rend hommage aux régiments qui sont passés sur Tokwa. Donc voilà, on vient de faire un petit peu le tour des baraquements. Donc à l'époque, ces baraquements, je ne sais pas exactement ce que c'était. Je pense que c'était des baraquements d'ordonnance. C'était pas forcément les baraquements où dormaient les gars, puisqu'en fait ils étaient derrière au niveau de la forêt. Donc on a bien sûr le 517, 511, 501 et 506. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, on va faire le tour après là avec des sachants comme on peut dire, qui vont un peu nous expliquer la suite des événements. Je fais cette vidéo encore une fois, c'est un peu on va dire du direct. Je sais pas trop comment ça va se passer un petit peu après. Néanmoins, en fait, il y a des gens qui vont un peu nous expliquer un peu ce qui se passe et comment c'était fait ici. Donc en fait, les baraquements ici, ils étaient, je pense, plus pour de l'ordonnance. Et c'était vraiment du côté de la forêt qui avait tout ce qui était baraquement pour les hommes de troupe, pour pouvoir dormir, etc. Donc le camp, il était vraiment très grand. Et je sais pas s'il va y en avoir d'autres qui vont être construits pour des expositions, quoi que ce soit. En tout cas, pour celui qui nous concerne actuellement, donc sur le 501e, il y a une expo, donc forcément du capitaine Ben Wax, à l'intérieur avec toutes les affaires de son papa. Donc là, j'attends qu'il finisse, parce qu'il est avec du monde en train d'expliquer un petit peu l'histoire de son père. Et après, on rentrera à l'intérieur et je vous ferai voir un petit peu cette magnifique collection.
Salut à tous. Donc nous voilà en fin de journée du jour de la course. Donc on est parti d'ici. Il y avait clairement plus de 350 personnes. Enfin, on n'est pas parti d'ici, je dis des bêtises, en fait on est parti de derrière, depuis le monument qui a été érigé à l'entrée du camp Tokwa. On est parti sur notre gauche, on a fait une petite boucle et on est revenu par ici. Et en fait, dès qu'on passe par ici, au bout du portail à l'époque, il y avait cette allée qui continuait et qui avait plusieurs allées en perpendiculaire qui allaient direction les baraquements. Donc on a repris cette allée tout simplement parce que c'était le départ de la course qu'il faisait à l'époque. Et on est passé à travers la forêt et les arbres pour ensuite attaquer le Mont Curry. Donc c'est une course qui est assez connue dans le coin. Elle est très familiale. Parce qu'on a eu des gens, en fait, il y avait deux catégories de personnes, donc le 5 km et le 10 km, en sachant que le 10 km c'est la vraie course qui va jusqu'en haut au niveau de la borne. Donc on est deux du Klondike Group à avoir fait la course des 10 km. Alors il y a beaucoup de personnes qui nous demandent c'est quoi ton temps, etc. etc. Il n'y a pas de chrono. Nous, on n'a pas fait de chrono pour la simple et bonne raison, c'est que on avait deux niveaux assez différents et qu'on voulait la faire ensemble et que c'était plus une course commémorative qu'une compétition. Et en fin de compte, on a bien fait de faire ça parce que ça a été assez compliqué. On a croisé sur la course des vétérans. Alors il y a beaucoup de vétérans qui viennent ici. J'ai envie de dire en fait que chaque personne qui fait cette course, ils la font dans un but bien précis. On a vu des gens avec des t-shirts blancs avec des portraits photos d'un papa, d'un parent qui a combattu, qui est décédé, etc. Et c'est vraiment pas... alors il y a des compétiteurs, hein, ceux qui viennent ici et qui veulent faire la course en voulant battre des records, vous n'êtes pas prêts. Il y a vraiment des champions qui viennent ici. À titre d'exemple, on est parti nous ce matin. Et on a croisé, il y avait 3 soldats de l'armée américaine médactive qui étaient avec un sac. Alors je sais pas combien ils faisaient le sac, il devait faire entre 30 et 40 kilos, il était vraiment très très gros. Et ils sont partis en marchant et ils ont fait les 10 km tranquillement. Il y avait un rénactor dans la tenue dans laquelle je suis actuellement, qui est venu avec brelage lourd, avec casque lourd et avec le garant, et lui il est parti à pied. Donc c'est vraiment, pour nous c'était une course commémorative plus qu'une compétition. Et lorsqu'on est arrivé presque en haut, il y a des checkpoints en fait, avec des ambulances. Alors vous imaginez les grosses ambulances américaines. Et on a papoté avec des gens, on a, comment dirais-je, on a fait connaissance, etc. Donc ça a un peu cassé le chrono. J'en avais mis un pour le fun, pour voir un petit peu. Mais bon, ça a été assez faussé. Mais on s'en fout. Alors pourquoi pas revenir un de ces quatre et le faire en mode plus compétition. Normalement c'était pas l'objectif. On l'a pas fait dans ce but-là. J'avais un t-shirt pour rendre hommage au capitaine Wax. Il faut savoir que pour vous parler de la course à proprement parler, vraiment celle que faisaient les gars à l'époque, donc c'est 3 miles up, 3 miles down. Donc ça fait l'équivalent à peu près de 10 km. Ça monte très fort. Et ça monte pas et ça descend pas en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à un moment donné, vous allez descendre, vous allez dire ah, c'est bon, ça va, on va être arrivé. Non, en fait, ça remonte et vice versa. Donc quand vous arrivez là-haut, on va dire les 400-500 derniers mètres, ils sont assez violents parce que c'est assez pointu. Et vous avez l'impression de ne pas en finir parce que vous allez avoir des, comment dirais-je, des virages à succession. Et vous allez vous dire mais ça en finit pas. Et c'est le cas. Une fois que vous arrivez là-haut, ils ont sorti de la vitrine, exceptionnellement pour cette course, la vraie borne qui a été retirée à l'époque. Ils en ont mis une nouvelle d'ailleurs. Et ils ont sorti la vraie borne en fonte et on vient la toucher symboliquement. Donc ça c'était assez cool. Et après on est redescendu et puis bah pareil on recroise des vétérans alors de la guerre d'Irak, de la guerre d'Afghanistan, etc. Donc chaque personne est là vraiment dans un but bien précis. Et c'est ce qui fait le charme de la course. Donc ça a été assez cool. Et puis à la fin, vous arrivez, donc il y a votre chrono qui s'affiche. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait le chrono il est assez faussé parce que on s'est arrêté, on a parlé, etc. Néanmoins, on a essayé de, pour ma part, j'ai essayé un peu de taper dedans sur la première partie. Et puis après, on a terminé à deux avec Guys, on a terminé à deux sur la deuxième partie. Donc on a grimpé jusque là-haut et après on est redescendu tranquillement. Vous arrivez ici, en fait, il y a une ambiance qui est assez, comment dirais-je, c'est très familial.
Donc les gens ils vous applaudissent, ils ne vous connaissent pas, ils vous félicitent, etc. Et nous on a cette étiquette puisque le journal local a parlé de nous il y a deux jours. Et le journal local nous a cités, etc. Donc on est clairement identifié en tant que petit français là. Donc les gens ils adorent. Et ils nous le rendent vraiment bien. Parce qu'à chaque fois qu'ils nous voient, à titre d'exemple, on vient d'arriver ici parce qu'on a le banquet ce soir. Et il y a un monsieur, un vétéran qui est passé tout à l'heure. Alors c'est un vétéran, je sais plus de quelle guerre, mais ça doit être peut-être Corée ou un truc dans le genre là. Et il a gueulé clairement « Vive la France !» Donc c'est assez sympathique. Donc ce soir le banquet pour nous, avec des personnes, je pense, qui ont comment dirais-je, peut-être des parents qui sont passés ici ou quoi que ce soit, je sais pas encore. En tout cas l'aventure continue. C'était pour vous parler clairement de la course. Suivez-nous sur la page Facebook, je pense que de toute façon on va essayer de publier un maximum de photos et comme ça vous pourrez suivre un petit peu parce que c'était assez compliqué de pouvoir filmer en même temps que de courir, mais on continue le partage et puis là je pense qu'il y aura encore 2-3 petits trucs à filmer, à vous faire partager. Donc là on est dans, on va dire, une petite partie il y a un petit musée au niveau de Tocoa. On est dans ce musée là, c'est un tout petit musée. Il y a vraiment quelques petites pièces, mais ça va être quelques petites photos, des petits documents que les vétérans ont pu donner. Et derrière moi, en fait, on a ni plus ni moins un vrai morceau des baraquements qu'il y avait à l'époque. Donc il est resté dans son jus, ils l'ont conservé, il est tel quel. Et là, en fait, je viens d'acheter 2 morceaux, je vous ferai voir dans la vidéo aussi, 2 morceaux de planches qui ont été coupés et mis à la vente, et cet argent servira justement à la rénovation, à la restauration, à l'entretien du camp actuel, donc c'est pas de l'argent perdu. Et à l'intérieur ils ont inséré 2 coins à l'effigie de Tocoa. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, puisque le but de cette vidéo premier c'était vraiment de partager ces moments forts avec vous, parce que tout le monde n'aura pas forcément la chance qu'on a eu d'aller à Tocoa. Donc vraiment le but premier de cette vidéo c'était le partage. On n'a pas pu tout filmer parce que c'est, comme vous le savez, c'est pas notre vocation première, on n'est pas youtubeur ou quoi que ce soit. Je pouvais pas me permettre de partager des moments avec les gens qui nous invitent et en même temps filmer à droite et à gauche. Néanmoins, on a fait le maximum pour vous partager vraiment les moments forts. On a essayé, du moins j'ai essayé d'être à cœur ouvert avec vous pour vous montrer un petit peu le ressenti qu'on avait sur place et les émotions qu'on avait. Donc pour revenir sur la course en elle-même, donc comme j'ai pu l'expliquer au niveau de la vidéo, c'est vraiment le but recherché pour nous au moment où on a fait cette course, c'était vraiment une course commémoration plus qu'une course compétition. Le parcours en lui-même, pour ceux que ça intéresse, c'est un parcours assez compliqué. De par les images qu'on a, des archives qu'on peut retrouver sur internet, j'ai pas l'impression que le parcours en lui-même ait vraiment évolué. Un petit peu moins boisé, parce que comme on peut imaginer à l'époque, le bois pour les baraquements, pour le chauffage, etc., à mon avis, il devait servir beaucoup à ça, donc c'était un petit peu plus déforesté. Néanmoins, le parcours, le chemin en lui-même, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup évolué, puisque c'est toujours avec énormément de gravier, des trous un petit peu partout. Et pour ceux qui ont déjà vu la série Band of Brothers, à un moment donné, on voit des acteurs qui se tordent la cheville. Et on peut largement imaginer la même scène en réalité, puisque effectivement, avec la pluie, etc., il y a des petites modifications de terrain et il y a énormément de trous, c'est énormément cabossé, il y a des gros cailloux, etc. Donc attention aux chevilles. C'est pas un terrain, une course qui va monter et descendre, c'est une course qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et ça fait ça tout le long. Quand vous avez l'impression que c'est terminé, c'est pas terminé, il y a un virage, et là vous redécouvrez encore une nouvelle montée. Je dirais les 500 derniers mètres, ils sont assez violents, parce que c'est assez pontu, pardon. Et là, attention les mollets, attention les cuisses, ça tire fort. On a fait la course de 10 km, donc c'est globalement la course que faisaient les paratroopers à l'époque. Lorsque on s'est inscrit sur la course 5 km. Alors il y a une petite erreur, mais c'est pas grave, vous pouvez faire les 10 km après. On a vu durant cette course des gens partir avec des bâtons pour marcher, pour faire la randonnée.
On a vu aussi des militaires d'active. On a vu vraiment tout le monde. Donc comme je le disais, principalement, c'est une course familiale. Après, il y a des gens qui sont là pour la compétition. Et vous allez vite le voir dès le départ parce qu'ils partent vite, ils courent vite et ils arrivent vite. Donc sur les 10 km, j'ai plus le chrono qu'on a mis. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo, le chrono est assez faussé pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois arrivé au sol, on avait 2 ambulances avec du personnel volontaire qui était là sur place, plus la petite borne originale qui était sur place. Donc on a un petit peu parlé un petit peu avec les gens sur place. Et forcément ça a joué sur le chrono, mais moi j'avais mis un chrono, bon à la fin il était largement faussé puisque je l'avais pu regarder, je l'avais pas arrêté, etc., etc. En redescendant, il y avait des petits points d'eau, on a un peu parlé avec aussi les volontaires qui étaient sur place. Et on a croisé tout au long de cette course beaucoup de personnes qui étaient là pour rendre hommage à un vétéran, à un parent, un ami, un proche, avec des t-shirts en leur honneur, avec des photos, ou alors voilà, US Marines, Airborne, etc., etc. Très bonne ambiance dans cette course, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo. C'est une course bon enfant, vous êtes applaudis, encouragés par tout le monde, et à la fin, pour nous, il y avait non pas une satisfaction d'avoir fait parce qu'on n'en doutait pas de le faire, mais il y avait vraiment la concrétisation d'être venu sur place et d'avoir pu faire cette course. Donc quand on s'est retrouvé sur place avec Guys, donc ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, donc c'est Rémi qui est membre du groupe, on était vraiment à fond dedans. Donc on a vraiment pensé aux gars qui l'ont fait à l'époque, et on a aussi on a beaucoup parlé de tout ça et de se dire, les gars à l'époque ils avaient, donc il y a des petits repères avant d'arriver, il y a une prairie, etc. Et on pouvait largement imaginer les gars qui devaient courir peut-être des fois 2 voire 3 fois par jour, se dire bon c'est bon, on est bientôt arrivé quoi. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais revenir avec vous. C'était un moment fort parce que c'était le moment qu'on attendait depuis le départ. Et suite à la fin de cette journée, c'était une journée assez longue puisqu'on s'est levé à 4 h du matin, on a fait la course, il devait être à peu près 7 h 30. Et après on a fini avec un banquet le soir, etc. Le banquet du soir, donc on a été invité par le fils du capitaine Wax, donc Ben Wax, en tant que membre d'honneur entre guillemets si je puis dire, puisque c'est Ben qui nous invite. Et dans ce petit banquet, c'était un petit banquet on va dire à hauteur humaine, puisque c'était très convivial. Et il y a eu différentes interventions, il y a des officiers d'active, des officiers retraités, des officiers de réserve, que ce soit dans la 80e Airborne, il y avait un officier qui était dans l'infanterie qui est venu, etc. Il y avait aussi la présence de 2 acteurs de Band of Brothers, plus les familles de vétérans, etc. L'une des choses qui nous a un petit peu, je dirais pas choqué, parce que c'est un terme un peu négatif, mais qui nous a vraiment impressionné, c'est que ils ont vraiment le sens des gens qui ont servi leur pays, à n'importe quel niveau, hein, que ce soit dans la police, dans l'armée, etc. Parce qu'à un moment, on arrive dans le banquet et la personne qui a la parole, donc c'est une des présidentes des associations qui sont sur place, elle demande aux vétérans de se lever ou alors aux membres actifs de l'armée de se lever. Donc Ben voulait qu'on se lève, on ne se l'est pas levé parce qu'on n'a pas l'impression, parce que pour ceux qui nous suivent, bon, il y a Guez qui a un gros passé militaire, moi je suis personnellement je suis dans la gendarmerie, Guez est aussi dans la gendarmerie, on est militaire entre guillemets. On n'a pas souhaité se lever parce qu'on voulait rester un peu en dehors de tout ça. Néanmoins, il demande à tout le monde de se lever. Et après, il demande s'il y a des fils de vétérans qui ont participé ou qui étaient présents à Tokoa. Et là, Ben s'est levé et ensuite, il a expliqué un petit peu la raison du pourquoi et l'histoire un peu de son papa qui était sur place. On a été aussi salué par les différentes, une association en particulier, puisque la présence des petits Frenchies n'allait pas passer inaperçue. Comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo, il y a le journal local qui est venu faire quelques petites photos de nous et qui a parlé de notre présence. Donc ça nous fait chaud au cœur, on sait qu'on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à venir. Néanmoins sur l'événement, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, en tout cas ça a été salué et ça on était très contents et ça nous a fait vraiment plaisir. Pour revenir un petit peu sur la collection du capitaine Wax, dans la vidéo je ne vous ai pas tout mis volontairement parce qu'il a un classeur qui est épais comme ça de documents officiels qu'il a conservé de par son passage
durant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour vous parler un petit peu du capitaine Wax, le capitaine Wax a servi dans l'infanterie avant, puis s'est engagé dans les troupes aéroportées. Il a fait un petit passage dans le 502 et il a été choisi personnellement par le colonel Johnson pour intégrer le 501. Au moment où le colonel Johnson mettait en place, on va dire, son régiment, il a été choisi personnellement par lui. Le capitaine Wax, c'est un sportif de haut niveau sur plusieurs sports, en particulier sur la natation et le plongeon artistique, comme vous pouvez voir la compétition aux Jeux Olympiques, et sur le football US. Sur la première compétition, au niveau des plongeons, il a été qualifié pour partir faire les Jeux Olympiques. Manque de peau, entre-temps, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé et il n'a pas pu participer. Donc c'était vous dire le niveau qu'il avait. Et la petite anecdote, petite parenthèse sur ça, c'est que un de ses amis a dit à son fils, donc Ben Wax, qu'il faisait tout le temps des sorties en parachute qui étaient parfaites, parce qu'il avait l'habitude justement de sauter de hauteur, etc. Et la seule sortie qu'il fait un peu, on va dire un peu bancale, malheureusement il y avait la télé qui était là et qui l'a filmé à ce moment-là. Donc c'était une petite anecdote. Pour le football US, il était qualifié aussi pour devenir pro. Manque de peau, il avait soi-disant, malgré la carrure qu'il avait assez impressionnante, il n'a pas été retenu pour devenir pro. La guerre est arrivée, ensuite il s'est engagé. Donc après son passage au 502, une fois qu'il a été recruté par le colonel Johnson, il rentre au niveau du commandant de compagnie, donc la compagnie A du 501. Et j'ai plus les dates exactes en tête, il est très vite aspiré une nouvelle fois par le colonel Johnson pour intégrer l'ES2. Donc ça c'est juste avant la guerre, donc juste avant le débarquement, pardon. Donc l'ES2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le service intelligence, donc c'est le service de reconnaissance des régiments. Là vous avez le drapeau derrière du 501 HQS2, c'est le drapeau du service de reconnaissance du 501. Donc il intègre le S2 et il va sauter avec le S2. Donc il va atterrir pas très loin de Yéville, j'ai l'endroit exact. Il va atterrir avec 3 sticks du 501 et lorsqu'il va se casser la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il va atterrir avec la tête à l'envers. Très vite, il va essayer de se remettre en place et il est effrayé par quelque chose qui arrive, une masse vers lui qui arrive, et là il se dit c'est bon, je vais y passer, en fin de compte non, c'est une vache. Donc ça, on retrouve beaucoup ces petits témoignages lorsqu'on lit les différents témoignages des vétérans. Une fois qu'il est sur place, je pense, alors ça c'est de la déduction parce qu'il a quand même 3 sticks qui se posent assez groupés autour de lui. Ils partent tous ensemble vers Yéville et c'est là où il est chargé par le général Taylor, rien que ça, d'installer un petit PC, on va dire, primaire, parce qu'au début, voilà, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc il installe le PC qui va ensuite devenir le PC divisionnaire à Yéville. Donc on a quelques éléments, on a quelques documents sur le capitaine Wax. Et tous signés par le colonel Johnson, on a Ewell aussi qui a des documents signés de Ewell, et ni plus ni moins que le général Eisenhower. Donc il y a des courriers de haute autorité, puisque une fois le débarquement, donc il va combattre avec le 501 en Normandie, il rentre en Angleterre, il fait toute la campagne de Normandie, il rentre en Angleterre, et pour Market Garden, il est transféré dans je crois que c'est la première alliée Air Force, alliée de parachute. J'ai oublié le nom, désolé. Il est transféré en tant que consultant avec les Canadiens. Donc il fait quand même toujours la guerre, on va dire dans les hautes sphères, dans tout ce qui est renseignement, etc. Il finit la guerre, il fait toutes les campagnes. Malheureusement, il décède après la guerre d'une maladie. Donc lors de ce voyage-là, donc ça je ne l'ai pas mis dans la vidéo, on a eu des échanges assez forts avec le fils du capitaine, donc Ben Wax. Et il nous a montré donc, ces documents qu'il a su préserver, tous originaux bien entendu, et il a aussi le manifeste de son stick avec lequel il a sauté, donc on a tous les noms, c'est un manifeste qui est original avec un petit mot adressé à sa femme. Et ce qui est fort dans ce manifeste, c'est qu'il va le conserver avant le saut, il va le plier et le mettre dans son casque, et il va sauter avec en Normandie. Et il va le conserver toute la campagne de Normandie dans son casque. Donc il a
le Ben Wax, donc son fils, a actuellement le manifeste original. Sa collection, je le préserve parce que vous savez comme moi que malheureusement, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées sur les réseaux sociaux. On a déjà remarqué qu'il y a des gens qui ont fait des petites approches, puisqu'après il a commencé à un petit peu être connu. Et il y a des gens qui font des approches pour essayer de démarcher un petit peu des objets. Sachez qu'il ne vend rien, il conserve tout, et on lui dit et on lui répète, et il le sait. Dans tout ce que vous avez vu dans la vitrine, dans le baraquement du 501, il y a des pièces, tout est original bien entendu. Vous avez vu le Colt 45. Donc le Colt 45, il a dû attirer votre attention avec son holster avec lequel il a fait la guerre. Il y a son matricule dedans et son nom. Et le holster, il l'avait pendant la guerre. Et en revenant aux États-Unis, c'est un membre de sa famille qui l'a bronzé de cette manière un petit peu argentée. Donc c'est vraiment le Colt 45 qu'il avait lorsqu'il a fait sa campagne de Normandie et le reste par la suite. Et vous avez vu ainsi une petite, un espèce de, pour ceux qui font du saut en parachute, c'est une espèce de Siki orange qui était relié par un petit clips pour tout ce qui était conteneur, V-mail et courrier de soldats qui étaient parachutés. Il en avait conservé un, il l'avait plié dans sa poche et dessus vous avez pu voir qu'il y avait un petit morceau de tissu avec un trou dedans et du sang. En fin de compte, il a pris en Normandie, il a pris un éclat alors je ne sais pas, de grenade ou quoi que ce soit, en tout cas il a pris un petit shrapnel. Et lorsque l'on plie l'ensemble et qu'on met le morceau de tissu qui semble être un morceau de tissu de sa M42, alors c'est assez épais, c'est assez bizarre, on dirait un renfort, parce que c'est assez verdâtre. Les trous, quand vous pliez tout l'ensemble et que vous les mettez l'un en face de l'autre, les trous correspondent en fait à l'impact qu'il a eu. Donc il n'a pas eu la médaille des blessés de guerre parce qu'il ne s'est tout simplement pas rendu à l'antenne médicale, il s'est soigné tout seul et il ne s'est pas rendu à l'antenne médicale, donc il n'a pas eu la médaille des blessés de guerre. On a aussi également beaucoup de photos de lui et de sa femme quand il est retourné au pays, etc. Ça je ne les ai pas mis non plus parce que je préserve un petit peu, on va dire, le côté personnel de la famille. Mais sachez qu'il y a énormément de documents et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut vraiment retracer son parcours durant la Seconde Guerre mondiale. Alors comme j'ai pu le dire à un moment donné, lorsque je me retrouve au niveau du monument devant Tokoa, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir parce que c'est quand même extraordinaire. Et là, je félicite donc Michel Detreze qui nous a donné cette opportunité avec le Didier Experience. On était en train de faire une prestation au Didier Experience et à un moment donné, l'activité était assez calme. Et là, je dis à Michel, Michel, on va y aller parce que c'est assez calme. Et elle me dit, non, non, on reste là. Il y a un fils de vétéran qui arrive et il ne nous dit pas de quelle unité il est. Donc je lui dis à ce moment-là, je te propose, c'est qu'on va faire un espèce de mannequin challenge, c'est qu'on va se mettre dans la vitrine et on va rester figé, et puis lui, quand il va arriver, il va voir tout le monde et il ne saura pas qui est mannequin, qui ne l'est pas. Donc il me dit, pas de problème, on se met dans la vitrine, donc c'est la vitrine du Café Un Gouffre que vous connaissez tous au Didier Experience. Le vétéran, donc le fils du vétéran Benjamin Ben Wax arrive, et là on fiche tous. Donc là il nous regarde, il regarde la vitrine, il dit ah ouais c'est beau, et au moment donné où il me regarde, moi je fais un petit mouvement de tête comme ça, et là, il y a stupeur quoi, ça a bougé, alors il a dit wow, et là en fait il voit un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième Klondikeman bouger, et là en fait il se rend compte qu'on est une petite dizaine dans la vitrine, donc là on se rapproche, on sympathise avec lui, etc. Et c'est à ce moment-là que j'apprends que son père était le capitaine Ben Wax, Benjamin W. Wax, qui était le capitaine responsable du S2 501. Une fois de plus, le S2 501, je l'ai mis en place avec le Klondike Group en 2014-2015, et j'apprends ça en 2023, je crois 2022 ou 2023, en faisant sa connaissance. Donc il y a une chance sur des millions et des millions qu'on rencontre le fils du capitaine responsable du S2 501 en Normandie. Donc c'est un moment d'une chance incroyable. Et encore une fois, après, derrière, tout ce qui s'est passé, c'était juste fabuleux parce qu'en fin de compte, le capitaine Wax était quelqu'un assez conservateur, il a conservé toutes ses pièces, etc. Et avançant dans l'âge et pour garder une certaine cohérence au niveau des grades, etc., je lui ai demandé, je voulais passer, me mettre capitaine en reconstitution. Et donc j'ai fait cette demande
à Ben Wax. Je lui ai demandé, voilà, je voudrais passer capitaine et je ne voudrais pas faire un capitaine, et je voudrais faire un capitaine vraiment en particulier. Je lui ai demandé si c'était possible de représenter son père en reconstitution. Donc là, il a été honoré. Alors c'est vraiment l'inverse, que c'est moi qui devrais l'être. En tout cas, je l'étais également. J'ai été honoré qu'il accepte, et à partir de là, s'est lié une amitié entre lui et moi. On communique régulièrement ensemble. On se donne régulièrement des nouvelles, et il m'a vraiment ouvert son cœur, il m'a ouvert sa famille, puisque quand on est allé aux États-Unis, on a passé aussi des moments avec sa famille. Il m'a ouvert les archives de son papa, et depuis, bah forcément, je me suis lié d'amour, de passion et d'amitié pour le capitaine Wax, mais aussi pour la famille Wax. Donc ça, c'est une grosse pensée pour eux, et c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. Cette vidéo, on va dire qu'on lui dédie au capitaine Wax et à sa famille Wax, et ça, je le remercierai jamais assez. J'en profite de faire une petite aparté, puisque comme vous avez dû le savoir, lorsqu'on est allé aux États-Unis, on est passé 10 jours après l'ouragan Helen. Et l'ouragan Helen, quand on est allé sur place, on a vu les dégâts. Donc on a pu voir le Chinook venir poser des vifs, parce qu'en fait, quand il faisait les routes étaient coupées, donc il y avait certains villages qui étaient isolés, donc dont le village de Ben Wax. Et on a vu le Chinook en fait qui venait ravitailler en eau et en vivres. Et on a vu aussi cette solidarité américaine se mettre en place, parce qu'à différents endroits, dans des espèces de petites salles des fêtes, les gens qui avaient, je sais pas moi, des surplus de couches, des surplus de bouteilles d'eau, etc., tout le monde venait donner. Et il y a des gens volontaires qui sont venus aussi pour tenir ces points de vivre qui étaient ouverts, je crois, jour et nuit, pour venir récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer, parce qu'il y a eu tellement de dons que ça sortait dehors, etc. Et je voyais les gens jouer le jeu, les gens ils venaient parce qu'ils avaient besoin de 2-3 bouteilles d'eau, etc., etc. Donc on a vu ça, et aussi on a eu le côté un peu, il faut en parler, parce que on n'en parle pas ici en France. À un moment donné, on a vu des convois d'ambulances, et en fait ces ambulances-là, elles venaient pas pour des personnes blessées, mais elles venaient récupérer les corps. Donc ils étaient escortés par la police locale. Et quand on a vu ce convoi-là, on venait d'apprendre qu'ils avaient retrouvé plusieurs corps un petit peu plus loin de là où on était. Donc ça nous a fait vraiment beaucoup de peine quand on a vécu ça, parce qu'on a vu vraiment les paysages modifiés, les dégâts que ça a pu faire. L'ouragan lui-même, il a couché beaucoup d'arbres, mais derrière, il y a eu une montée des eaux, parce qu'il a plu en quelques heures l'équivalent de plus de 4 mois de pluie. Donc les rivières sont montées très fortes, elles ont emmené des villages entiers, il y a des quartiers qui ont vraiment disparu sous les eaux. Donc je voulais en parler, je vous mets quelques images aussi pendant qu'on en parle, que vous ayez un petit peu la portée des choses, parce que ça faisait partie intégrante de notre voyage. Et les gens qui nous ont invités, la famille Wax, ont été personnellement impactés, puisqu'ils sont restés quasiment un mois. Au jour d'aujourd'hui, ça fait un mois où ils sont sans électricité, ils ont retrouvé l'électricité que hier. Donc voilà. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce format particulier de vidéo. En tout cas, nous, ça nous tenait à cœur de vous faire partager ces moments-là. On essaiera d'en faire d'autres si on va sur d'autres endroits particuliers. On reste ouvert à la conversation. Cette vidéo, elle n'est pas parfaite, on le sait, c'est pas notre boulot. On fait avec les moyens du bord. C'est filmé actuellement avec mon téléphone portable, donc je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas professionnel. C'est assez compliqué de pouvoir parler devant un téléphone, donc c'est un métier, quoi qu'on en dise. Néanmoins, elle est perfectible, elle est critiquable, mais j'espère qu'avant tout, vous allez retenir le côté sentimental de cette vidéo. C'est qu'on a voulu vraiment partager nos émotions à cœur ouvert, comme j'ai pu vous le dire. Et on a mis en avant nos émotions, nos ressentis en direct, de manière à pouvoir vous en faire part et les partager avec vous. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouvera certainement dans une prochaine vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je sais peut-être certainement pour Bastogne, puisque c'est la prochaine échéance pour le Klondike Group. En attendant, restez connectés sur les différents réseaux sociaux. Je vous fais un petit rappel. Alors, ce n'est pas du marketing. On a en vente un petit package à l'effigie du dessin que le capitaine Wax a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en parlais un petit peu et je vous expliquais les raisons pour lesquelles on fait ça. Le capitaine Wax, lorsque le 500 est monté et mis en place, le colonel Johnson fait un appel aux talents des différents troopers et leur demande de dessiner un logo, un emblème qui sera représentatif du 500.
Donc le capitaine Wax, il a dessiné ce patch, enfin ce dessin-là. Malheureusement, il n'a pas été retenu. Et on a toujours l'original qui est conservé. On a fait ce patch tel qu'il l'a dessiné. On a juste rajouté Benjamin W. Wax. On vend le petit package du coins recto verso, le patch avec un certificat d'authenticité puisque à l'occasion de cette année, comme c'est le 80e anniversaire du débarquement, on l'a tiré à 80 exemplaires. Donc il en reste encore. Sachez que cet argent n'est pas pour le Klondike Group puisqu'il va être reversé dans sa totalité à Ben Wax et sa famille pour pouvoir les faire revenir l'année prochaine au mois de juin. Donc on ne fait pas ça pour rien, contrairement à différentes associations ou sociétés qui font revenir des vétérans. Si vous voulez avoir un moment particulier avec le capitaine Wax, on pourra éventuellement, à partir du moment où vous avez acheté le package, se rencarder et passer un moment si vous avez des questions à lui poser ou quoi que ce soit. On verra avec lui pour allouer un petit temps au mois de juin et vous pourrez venir soit faire des photos, lui poser des questions, etc. etc. Et je pense qu'il répondra avec plaisir puisqu'il aime partager l'histoire de son papa. Donc retrouvez-nous sur la page Facebook où vous retrouverez la marche à suivre pour commander ce lot. Il en reste encore quelques-uns, donc n'hésitez pas à en acheter ou à partager au moins l'info. Ça nous aidera à pouvoir faire revenir une famille de vétérans. Merci à tous, on se retrouve à bientôt et au plaisir de se retrouver sur le terrain. Ciao!